Bonjour Lise. Bonjour Olivier. On ne te présente plus Lise, hein. Tu as été tête de liste en 2014 et puis en 2020, on a une problématique qui est apparue dans la ville de façon assez massive. Ça concernait les dépôts sauvages et ça continue aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté en 2020 ? Vous avez tous fait l'expérience de passer à côté d'un point d'apport volontaire et de voir un amas plus ou moins gros de sacs ou d'encombrants déposés à côté. Et ça, c'est un phénomène qui est récurrent, qui n'est pas seulement dans les quartiers prioritaires de la ville. Vous prenez le point d'apport volontaire à côté de l'église, c'est aussi très souvent la catastrophe. Et donc, c'était une problématique qu'on avait déjà travaillée au moment des élections de 2020. On avait même fait une réunion publique. Et donc, avec les habitants présents lors de cette réunion, on avait abouti à certaines solutions pour les points d'apport volontaires, mais aussi au sujet des mégots. Et donc, on voit que 6 ans après, en 2026, la problématique est toujours la même. Il y a encore trop de dépôts sauvages de déchets un peu partout. Là, on va peut-être plus parler autour des points d'apport volontaires ou dans la ville, mais on pourrait aussi parler de la forêt ou des zones naturelles autour du lac. On remet le couvert avec notre programme de 2020 qu'on a enrichi. Nous, on propose un vrai plan ville propre qui sera une des priorités de la commission logement, espace vert, cadre de vie. Donc ce plan ville propre qui est à élaborer donc avec les services de la ville, le SMIRTOM, des associations, avec les bailleurs sociaux. Ce plan, il aura 3 volets. Donc faciliter, inciter et sanctionner. Pour le premier volet, faciliter la vie des usagers, très facilement, quand on voit ces dépôts sauvages, on a tendance à incriminer le manque d'éducation, l'incivilité de nos voisins. Pour une grande part des cas, c'est sûrement vrai, mais il y a aussi quelques cas où il y a des freins à lever pour que les uns et les autres puissent avoir des comportements civiques. Et il y a certaines petites choses que la mairie peut faire assez facilement. La première chose à laquelle on a pensé, c'est que la carte de déchetterie puisse être accessible facilement à la mairie, plutôt que d'aller la chercher à la déchetterie à Corquille-le-Roi. C'est parfois compliqué à trouver dans nos emplois du temps ou pour se déplacer, voire dans un pack nouvel arrivant pour les locataires, des bailleurs sociaux ou pour ceux qui viendraient se signaler à la mairie. Un deuxième exemple concret, c'est qu'on veut remettre en place l'enlèvement des encombrants, les monstres entre guillemets, que ce soit un service gratuit régulier, par exemple une fois par mois, ou sur rendez-vous, mais dans ce cas-là avec un prix modique, 1 euro, quelque chose de ce genre-là. Et dans ce cas-là, ce service d'enlèvement des encombrants pourrait faire fonctionner une entreprise ou une association d'insertion. On voit que ça s'est fait dans de nombreuses agglomérations et ça a un effet positif à la fois pour l'emploi, l'insertion et à la fois pour le nettoyage de ces espaces. Dernier exemple concret, dernière action pour faciliter la vie, il faut qu'on travaille sur le système d'ouverture des PAV. Est-ce que les poignées, les systèmes d'ouverture sont faciles pour la force de tout le monde ? Est-ce qu'il faut mettre un indicateur de bac plein ? Parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui mette sa poubelle à côté pour que tous les suivants se disent « Ah, le bac est plein » et donc on fait une montagne alors qu'il y a une personne qui fait une incivilité et tous les autres le font, mais à l'effet mouton. Donc des petites choses concrètes comme ça. Et il y a aussi une question de la propreté. Il y a des gens, ils partent au travail, ils emmènent leur poubelle et ils disent il faut que je me lave les mains. Par exemple, il y a des choses aussi qui sont des freins, en fait, pour les gens. Donc des petites choses concrètes à travailler avec les habitants et qui peuvent donc faciliter la vie des uns et des autres pour avoir les comportements les plus civiques possibles. Oui. Alors, je vais rebondir un peu sur ton histoire de facilité. Quand j'étais président, je crois, secrétaire. J'étais secrétaire de l'association Engagement Citoyen pour le Montargois. Nous avons monsieur Lavier qui était venu à une de nos réunions mensuelles nous présenter un petit peu ce qui se passe. Et ce qui me fait dire cela, c'est qu'il nous avait dit, par exemple, que le SMIRTOM, à l'époque, il y avait des reapers, donc des gens qui ramassaient les poubelles, il y en a encore quelques-uns, et il y avait un certain nombre de reapers, d'emplois qui étaient proposés à des gens qui sortaient de prison pour leur permettre de retrouver une activité, etc. Donc forcément, ça aussi, ça s'est réduit. C'était des travaux d'intérêt généraux. Voilà, et il y avait des travaux d'intérêt généraux et des gens qui sortaient de prison. Et donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et donc l'idée de l'insertion, peut-être qu'il faut retrouver comme tu le dis, il faut peut-être faciliter aussi
ceci, cela, il y a un peu des emplois aussi, des gisements d'emplois pour des gens et des chemins de main pour l'insertion. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, hein. Facilité, c'est ça? Oui. J'ai bien suivi? Je me rappelle plus le deuxième. Le deuxième volet de ce plan ville propre, c'est inciter à mettre les déchets à l'endroit où ils doivent aller, à bien faire le tri. Donc là, il va falloir qu'on renouvelle la communication. Les panneaux, voilà, ça suffit pas. Un panneau institutionnel ou avec un message autoritaire, ça suffit pas. Donc là, il va falloir renouveler la communication. On peut penser à des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a des initiatives qui ont été prises dans d'autres collectivités de petites pièces de théâtre de rue, et là on peut imaginer impliquer voilà, les conseils de quartier, voilà, comment on rend vivant les messages d'incitation au bien jeté entre guillemets. Dans ces messages de communication, il faut valoriser le geste de tri, montrer ce que ça amène de positif pour les finances de la commune, ce que ça amène de positif pour l'environnement, signaler aussi les risques, parce que ces dépôts d'ordures qui peuvent être une gêne à la circulation peuvent aussi avoir un risque sanitaire avec le développement de rats, par exemple, on peut penser dans certains quartiers. Voilà, montrer les risques, inciter, montrer tout ce que ça apporte de bien jeter. Et puis, dans toutes ces vidéos, je pense qu'il faut utiliser l'humour. Là, il y a des études qui montrent que quand l'humour est utilisé, les messages sont plus percutants. Donc voilà, premier exemple concret, c'est par des actions un peu innovantes, on peut modifier la communication autour du geste de tri, du geste du bien jeté. Deuxième solution, on peut aller du côté de la psychologie comportementale et utiliser ce qu'on appelle le nudge, ou en français la communication engageante. C'est toutes les techniques c'est un peu de la manipulation dans le bon sens du terme, où on va, n'en aie pas peur Olivier, c'est utilisé par beaucoup d'entreprises ou de collectivités pour inciter à des changements de comportement. Par exemple, il y a des gares où on s'est rendu compte qu'en peignant des visages souriants sur un mur, on diminuait le nombre de personnes qui allaient uriner, enfin le nombre d'hommes du coup, qui allaient uriner contre le mur. Et donc par un message ou une manière d'aménager l'espace, on peut inciter à certains comportements. On pourrait imaginer par exemple que les enfants du quartier aient fait une fresque sur le sol autour du PAV, qui est une marelle, et ça donne moins envie de poser son sac sur quelque chose qui est mignon ou qui a été réalisé. Voilà. C'est aussi des messages qui incitent au changement sur des tons humoristiques, donc dans l'aménagement autour du point d'apport volontaire. Alors, sur inciter, on a déjà des ressources sur le territoire. Il y a par exemple au SMIRTOM les ambassadeurs du tri. Les ambassadeurs du tri, ils savent bien sûr distribuer les pochettes ou les bacs pour le compostage, mais ils savent aussi expliquer et intervenir. Voilà. D'accord, mais les ambassadeurs du tri sont des agents du SMIRTOM. Oui. Voilà, et donc nous, notre dernier exemple concret dans le volet incité, ce serait de proposer à des habitants dès 14 ans de se former pour être ambassadeurs propreté ou ambassadeur tri, mais pas tri des déchets au sens large, au sens où votre sac noir doit aller dans la poubelle noire. Et donc que ces habitants volontaires puissent être formés et puissent participer à la fois au signalement des dépôts sauvages ou à des actions de sensibilisation auprès de leurs pairs. Alors voilà, donc ça c'est voilà la Il faut élargir, et ça a été testé. Alors je sais plus si c'est à Reims ou à Metz, mais ils ont des équipes d'ambassadeurs ambassadeurs propreté, et ça fonctionne. Oui, alors justement, je vais revenir sur la question des adolescents aussi, et puis même plus largement sur les enfants. Donc les ressources, il y a les ambassadeurs du SMIRTOM qu'on peut solliciter, comme toute commune du syndicat, on peut les solliciter pour ça. Alors pas tous les jours, mais voilà, ça se prévoit, ça s'organise. On peut également solliciter l'atelier 21, qui par rapport au développement durable peuvent proposer des solutions. Et je pense notamment, et c'est pour les enfants, effectivement, je pense que quand on commence déjà à trier, à faire attention à cela à l'école, et qu'il y a des choses qui sont pratiques et que les enseignants peuvent réutiliser aussi sur le tri du papier, sur le recyclage du papier, le fait aussi, par exemple, j'ai déjà vu des
des exemples dans les caves d'immeubles où on réutilisait les containers avec la pauvre volontaire qui sont inutilisés et on pouvait faire du lombricompostage. Et je suis sûr qu'il y a des adolescents, par exemple, qui peuvent essayer cela. Voilà. Si on voit que les déchets redeviennent de quelque chose qui a de la valeur et on le constate quand on est jeune, on devient forcément un petit peu un ambassadeur. Les enfants ont aussi un rôle, finalement, d'incitation pour leurs parents. Il y a déjà beaucoup d'actions en direction des enfants et maintenant, il faut sortir aussi ces messages incitatifs de l'école et s'adresser à tout le monde. Oui. Bon, ça va, j'ai compris le nudge. Alors ça, c'était le point 2, inciter. Il y a un dernier volet. C'est sanctionner parce qu'une fois qu'on a levé tous les freins, une fois qu'on a facilité la vie, une fois qu'on a bien expliqué, il n'y a plus d'excuses. Et quand on ne respecte pas les règles de vie en collectivité, il faut sanctionner. Et donc de la même manière que les infractions routières au code de la route font l'objet d'amendes, eh bien il faut savoir qu'un dépôt sauvage de déchets fait l'objet de contraventions au code de l'environnement et donc sont passibles d'amende, donc pour un particulier en zone urbaine, intervention de deuxième catégorie, avec une amende qui peut aller de 35 à 150 €. Et donc, à un moment, faut sanctionner. Et la difficulté, évidemment, la plus grande, c'est de retrouver les auteurs des dépôts sauvages. Et donc là, toujours 2 propositions concrètes. La première, c'est de former des brigades vertes, entre guillemets. Alors après, le nom est adapté en fonction des collectivités. Mais que ce soit des équipes bien identifiées, qui soient formées et en capacité de verbaliser. Donc, moi, ce que j'ai vu dans d'autres collectivités, c'est souvent des binômes plutôt animateurs, médiateurs et agents assermentés qui sont capables d'investiguer et qui sont capables de verbaliser et qui vont travailler éventuellement en collaboration avec les ambassadeurs du tri bénévole pour pouvoir agir au plus vite sur les dépôts sauvages, pouvoir identifier, on marque avec de la rubalise les dépôts pour dire attention, investigation en cours. Ça, c'est pas normal. Et ça, on travaille dessus. Comme ça, si on voit qu'il y a une investigation en cours, le suivant qui arrive avec son sac, il va pas le rajouter sur le tas. C'est moi qui vais tout ramasser, là. Voilà. Et faire savoir que il y a des sanctions qui tombent. Oui, c'est le pouvoir de police du maire, hein, vraiment. Donc, effectivement, et sur cette question, je pense que le fait que la police municipale soit affectée à des quartiers aussi, ça va faire du repérage des problèmes qui sont récurrents, hein, et pour trouver des solutions. Donc, on veut redéfinir les missions de la police municipale aussi pour ça. Parce que c'est la police du maire, c'est le rôle du maire. Et je pense que si on voit que des choses s'améliorent de cette façon, ça va jouer sur l'ambiance un petit peu générale. Ça ne réglera pas tous les problèmes de sécurité, ça c'est clair, mais ça va avoir un impact quand même un peu positif, parce qu'on a résolu des problèmes. Voilà. Et en alternative aux amendes aussi, pour certaines populations, en particulier les plus jeunes, on pourrait proposer des travaux d'intérêt généraux de nettoyage de ces dépôts sauvages. Ça sensibilise aussi à ces questions-là de bien jeter, de propreté de la ville. Et donc, de manière générale, pour que tout ce plan fonctionne, donc faciliter, inciter et sanctionner, il faut que ce plan il soit coélaboré par les habitants, les associations, conseils de quartier. Mais ça, c'est notre ADN, c'est notre envie de faire comme ça. Et alors, à propos du ramassage des déchets, etc., il y a aussi d'autres acteurs. Hein. Donc, il y a un collectif de bénévoles qui s'exprime sur Facebook, là, Dépôlement Notre Gâtinais, là, qui fait régulièrement du ramassage et qui a aussi un avis, un regard, etc. Et ça serait pas mal de les solliciter, que les écoles puissent les solliciter. Ou que ces associations qui organisent des clean walks ou des marches de dépollution, marches de nettoyage, puissent être aidés par la collectivité, parce que souvent ils sont gênés, ils ont ramassé, ils ont leur sac, et puis il faut derrière emmener jusqu'à la déchetterie. Il faut que les collectivités, elles aient fourni aussi le soutien logistique pour que ça fonctionne. Et alors, il y a aussi des associations sportives, hein, lorsqu'on se déplace en courant ou même en bateau, enfin je veux dire l'été, on peut ramasser aussi des déchets.
voilà, et sensibiliser à ces questions-là. Il y a aussi des choses qui sont assez mal entendues, hein. C'est à propos de la responsabilité de la mairie, la responsabilité des propriétaires privés. Il arrive parfois que dans un espace qui apparaît comme public, il y a l'espace public, mais en fait, il y a l'espace privé. Vous êtes dans une propriété d'un bailleur social, c'est le domaine privé du bailleur social, et donc c'est au bailleur social, la mairie dit c'est au bailleur social de ramasser. Mais pour les gens, la frontière n'existe pas. Vous êtes dans le trottoir, vous êtes sur la rue, etc., et vous savez pas que vous êtes sur une propriété privée. Et donc, si la mairie a ce souci de la ville propre, il va falloir signer des conventions avec des propriétaires privés qui peuvent être des bailleurs sociaux, mais aussi des propriétaires privés, point. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires privés qui, eux aussi, ont des espaces qui sont ouverts sur l'espace public et sur lesquels il faut s'engager à l'entretenir, à le nettoyer. Donc, il va falloir y aller un par un, etc., proposer un cadre justement pour que, comme tu dis, la ville propre, si c'est la mairie qui s'en occupe, elle s'en occupe. Et si là, le propriétaire privé a décidé de le faire, bon, voilà. Après, il y a une convention et il y aura aussi sans doute quelque chose on sait qui fait quoi. Et puis, il y aura aussi une contribution du propriétaire privé qui sera modique, mais voilà, qui ira dans le cadre de cette convention. Tout ça, c'est à discuter. Il faut réunir les acteurs et voir concrètement comment on peut faire. Et puis, les conventions, ça serait renégocié régulièrement, on réévalue ensemble. Donc ça permet aussi un petit peu d'y voir clair. Et puis, je crois qu'il faut qu'on change notre culture sur les déchets. Il faut aussi arriver à dire que les déchets peuvent être aussi une ressource. Je crois qu'il y a des tas d'exemples. Et alors, en 2020, tu avais trouvé quelque chose concernant les cigarettes. Voilà. Tu te rappelles les mégots de cigarettes? Oui, on avait été démarcher des entreprises qui installaient des bornes de récupération de mégots pour ensuite les valoriser en mobilier urbain, par exemple. Mais là, pour le coup, il y a des initiatives qui ont été menées en particulier, je crois, par la Jeune Chambre économique de Montargis. Donc, sur ce point-là, ça a un petit peu avancé. Et la mairie a aussi pris ce projet. Vous voyez, vous avez un petit peu partout dans la ville, ici commence la mer, pour expliquer que, et puis il y a des communications sur les grilles du Paty, notamment sur les mégots qui polluent pendant une longue durée 500 litres d'eau, etc. Donc, ça a été repris, et tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est bien. On s'en réjouit. Voilà, il y a aussi des choses qui avancent. C'est bien d'aller relancer un petit peu les lieux principaux où il y a de la consommation, etc. Donc, autour des cafés, voilà, des lieux ouverts où les gens fument à l'extérieur, bien sûr. Et donc, associer les acteurs pour la distribution. C'est pas qu'à la mairie de distribuer les petits cendriers. Donc, il y a quand même des initiatives qui avancent. Il faut le dire. Voilà, donc... on veut aller plus loin. Voilà, mais sur les dépôts sauvages, là, il faut avancer. Oui, vraiment. Et travail aussi à faire avec leur Smirtom. Je voulais ajouter un petit point, si tu veux bien. Quand Monsieur Lavie était venu, il nous avait expliqué que les ambassadeurs du tri avaient fait un travail considérable pour convaincre les habitants à porter leurs papiers dans des bacs pour les papiers, puis d'autres, et leurs bouteilles. Et donc, les gens venaient, ils collectaient leurs bouteilles, ils amenaient les bouteilles, et puis les papiers. Et puis, ils ont passé un contrat avec un organisme qui se trouve, je crois, dans Lyon, et qui fait du tri optique. Ils ont dit, maintenant, les papiers, on peut les mettre avec les emballages, puisqu'il y a les emballages. Alors, les gens ont dit, ah bon? Alors, on a appris à trier, ça sert à rien? Bon, du coup, ils mettaient plus les bouteilles à l'endroit où on récolte les bouteilles, et puis on a retrouvé beaucoup de bouteilles qui ont été je crois que ça a un coût énorme. Et ça faisait de la calcite, et c'était les bouteilles dans les poubelles noires. Quand on fait un effort, quand on incite les gens à faire un effort et à trier, il faut pas revenir en arrière pour des raisons économiques, etc. C'est pas très malin. C'est un peu dommage. Il y a un autre point aussi qu'il faut dire, c'est que il y a d'autres syndicats de collègues des ordures ménagères qui ont décidé d'émettre une taxe incitative. Et qui a eu des répercussions aussi chez nous. Et pour l'instant, c'est gratuit. Et c'est vrai c'est gratuit. On paye. Les propriétaires payent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les locataires la payent aussi puisque les propriétaires peuvent répercuter dans les charges. Donc c'est pas voilà. C'est le service d'enlèvement de traitement des déchets. On paye tous pour ça. Voilà, la TEOM. Mais c'est vrai qu'on a la chance de pas avoir une redevance incitative, c'est-à-dire de pas être payé en fonction du poids de déchets qu'on produit. Voilà, il y a des systèmes dans les collectivités où il faut badger à chaque fois qu'on met ses déchets dans la poubelle. Ou alors on a les collectes, les poubelles sont pesées au moment d'être ramassées. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir des collectes qui sont illimitées.
et on paye le même prix. Et nous, on souhaiterait vraiment rester sur ce mode-là parce qu'on pense que ça peut avoir des effets pervers, la redevance incitative, en particulier que dans des collectivités où c'est mis en place, on a vu des dépôts sauvages chez nous ou dans nos points d'apport volontaires. Pour l'instant, on aimerait rester sur ce système-là et pour ça, il faut qu'on arrive à mieux trier et mieux valoriser les déchets. Et voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Bon, parce qu'on a fait des balades citoyennes. Enfin, un certain nombre de nos colissiers sont allés se promener dans la ville et puis ont vu alors effectivement que cette problématique réapparaissait à nouveau. Alors, c'est pas parce que c'est les élections, mais c'est parce que c'est régulier qu'au moment des élections, tout le monde se dit oui, au fait, je constate que. Enfin, voilà. Et donc, il y a un petit coup de zoom qui est fait au moment des élections, mais c'est quelque chose de chronique ou de récurrent. Voilà. Donc, de nombreux quartiers de la ville, effectivement, donc où les choses ne sont pas traitées. Il y en a aussi en centre-ville. Alors en centre-ville, c'est un petit peu plus traité parce que il y a des touristes, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler, donc c'est sur aussi l'image de la ville. Mais il n'y a pas que le centre-ville. Il y a aussi donc tous les quartiers où il va falloir agir. Voilà, et donc on a plein de moyens d'action qu'on vient de citer, et voilà, on va tous s'y mettre. Et donc on vous donne rendez-vous très bientôt pour la coélaboration de ce plan ville propre. Oui, voilà. À travers, donc, d'une part, les commissions thématiques, voilà, et d'autre part, à travers les conseils de quartier, puisque là aussi, au niveau des quartiers, on pourra aussi en parler et apporter, trouver des solutions. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci Lise. Voilà. Et puis à bientôt. À bientôt.